Aux premières lueurs, un chiffre défie la logique. 2,4 milliards de dollars d'aide deviennent un crédit national. Le paradoxe est net. Ce qui dépendait de donateurs étrangers s'alimente désormais à la terre même du Burkina Faso. Alors que beaucoup doutaient, Ibrahim Traoré en fait une équation de souveraineté. Si notre peuple peut rembourser, il peut aussi posséder. La question devient brûlante. Quand l'aide se transforme en capital, que reste-t-il de la dépendance ? Ce projet n'est pas seulement un transfert financier, c'est une redéfinition du pouvoir économique. En 10 ans, le Burkina Faso veut prouver qu'une nation sans littoral peut irriguer sa propre croissance. Chaque foyer agricole devient une cellule de crédit. Chaque récolte, une ligne comptable dans un moteur collectif. Le risque est immense. Une mauvaise saison, un défaut de paiement et l'ensemble vacillerait. Mais la promesse est tout aussi claire. Transformer l'aide en levier productif, la dépendance en rendement. Le pari de cette décennie se mesure en dignité. Moins d'attente, plus d'action. Les observateurs voient là un test de maturité budgétaire. Un geste qui peut faire basculer tout le Sahel d'un modèle d'assistance vers un modèle d'investissement. Ce plan agricole n'offre pas de miracle, mais il offre une méthode. Et si elle tient, l'Afrique de l'Ouest ne sera plus définie par ce qu'elle reçoit, mais par ce qu'elle multiplie. La révélation survient plus tôt qu'attendu. Les 2,4 milliards initialement classés comme aide étrangère sont désormais recyclés à 85% sous forme de crédits renouvelables. Ce chiffre, longtemps jugé impossible pour une économie rurale, devient le point d'ancrage d'une expérience sans précédent. Au lieu d'attendre les décaissements des bailleurs, l'État alimente directement un fonds agricole qui irrigue les districts. Ibrahim Traoré le décrit comme un moteur que nul ne peut geler depuis l'extérieur. Ce mini-reveal change la grammaire de la dépendance. Les familles rurales, jadis spectatrices des projets d'aide, deviennent actionnaires de leur propre production. Chaque prêt, suivi numériquement, relie une récolte à un capital, un village à une balance comptable nationale. Les données publiques affichent 92% de remboursement dans les districts pilotes. La confiance remplace la tutelle. Le contexte amplifie la portée du geste. Le pays sort d'années de sanctions, de sécheresse et de programmes conditionnels qui étouffaient toute initiative locale. Dans ce paysage d'incertitude, la réforme agricole agit comme un électrochoc collectif. Elle ne rejette pas le monde, elle redéfinit la collaboration, recevoir pour multiplier, non pour dépendre. Sous la surface, cette politique porte une question plus vaste. Jusqu'où un petit État enclavé peut-il se financer lui-même ? Les institutions occidentales y voient un risque de populisme. Les communautés y lisent une renaissance. Entre ces deux récits, le Burkina Faso trace sa propre ligne, pragmatique, centrée sur les chiffres plutôt que sur les discours. L'histoire commence donc ici. Une nation transforme sa vulnérabilité en bilan. Dans la plaine de Koudougou, une coopérative de femmes illustre le basculement. Elles ont utilisé leur première ligne de crédit pour acheter une batteuse solaire et doubler la production de mil. Leur compte s'affiche désormais sur un tableau numérique accessible au village. Ce n'est pas une anecdote, c'est le visage concret d'un changement systémique. Là où l'aide imposait des formulaires, le crédit exige des résultats. À travers des milliers d'exemples semblables, le programme prend corps. Des jeunes mécaniciens deviennent techniciens agricoles. Des familles transforment leurs économies en outils. Les agents de crédit sont locaux, formés sur le terrain et non plus envoyés de Bruxelles ou de Paris. Chaque prêt remboursé alimente la saison suivante, un cycle vertueux où la confiance circule plus vite que la monnaie. Ce guide silencieux, c'est le paysan lui-même. Ses chiffres, ses récoltes et ses paiements sont devenus la narration principale d'une souveraineté comptable. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef distant, mais comme l'architecte d'un mécanisme participatif, l'État comme garant, non comme donneur d'ordre. La fierté grandit à mesure que les chiffres parlent. Et la question, simple mais décisive, se propage. Que vaut une aide si elle ne produit pas d'autonomie ? Tout commence par un transfert discret. 2,4 milliards de dollars réorientés d'un compte d'aide vers une facilité de crédit agricole. Le choc administratif est immense. Les bailleurs s'interrogent, les chancelleries convoquent des réunions d'urgence. Au même moment, dans les campagnes, les premiers prêts arrivent sur les portefeuilles mobiles. Ce n'est plus une promesse, c'est une expérience grandeur nature.
Ibrahim Traoré présente le plan devant le Parlement comme une équation simple, transformer la dépendance en rendement. Si nos citoyens peuvent rembourser, ils peuvent produire, répète-t-il. Ce n'est pas une rhétorique, c'est une stratégie. Les chiffres confirment 1 million de foyers, entre 1800 et 2500 dollars chacun, pour semences, eau et outils. Le déclencheur, c'est la dignité. Pendant des décennies, les villages ont attendu l'aide, signé des formulaires, reçu des promesses qui n'arrivaient jamais jusqu'au sol. Désormais, la même somme devient crédit. Et ce crédit, enraciné dans la terre, nourrit un sentiment neuf, l'appartenance. L'apogée, elle, se lit dans les récoltes. 50 000 forages, 10 000 pompes solaires, 1500 dépôts collectifs. Les chiffres s'enchaînent et dessinent un système. Les rendements des céréales augmentent de 30 à 50%. Les importations alimentaires reculent. Le pays retrouve un excédent qu'aucun plan d'aide n'avait su produire. Mais la véritable honte se propage ailleurs, dans les récits. Les familles ne parlent plus d'attente, elles parlent de remboursement. Les coopératives se félicitent publiquement lorsqu'une dette est soldée. La transparence devient valeur civique. On célèbre les versements à temps, comme d'autres célèbrent des victoires sportives. À l'extérieur, la tension monte. Les institutions financières redoutent un précédent. Les ONG évoquent le risque moral. Pourtant, les données sont irréfutables. 92% de remboursement, 200 millions de dollars d'importations économisées, 200 000 emplois créés. Le modèle se tient. La scène du basculement se joue un soir de saison sèche, dans un village du Nord. Un vieux cultivateur signe son paiement biométrique sur une tablette. Les jeunes applaudissent, l'image circule, partagée des marchés jusqu'au ministère. Ce moment devient le symbole du passage de l'assistance à la responsabilité. Le pays ne mendie plus la permission de se financer. Il exige des résultats. Et dans ce mouvement, Ibrahim Traoré incarne le point d'équilibre. Ni rejet du monde, ni soumission. Simplement la preuve que la souveraineté peut s'écrire dans un grand livre comptable. La force du modèle burkinabé réside dans sa précision. Chaque chiffre, chaque remboursement, chaque forage creusé est consigné dans un tableau public. L'économie se lit désormais comme un grand livre ouvert où la transparence devient politique. 3 nombres en disent plus qu'un discours. Premier chiffre, 92%. C'est le taux de remboursement moyen observé dans les districts pilotes. Ce résultat dépasse celui de plusieurs programmes financés par des bailleurs internationaux. Dans les villages, cette statistique s'explique par une discipline nouvelle. Le prêt n'est plus perçu comme un don, mais comme une responsabilité collective. Chaque paiement effectué libère une ligne de crédit pour un voisin. Deuxième chiffre, 30 à 50%. C'est l'augmentation moyenne des rendements agricoles pour les cultures de base. Les forages, les pompes solaires et les dépôts communautaires ont permis d'allonger les saisons de production. Là où la sécheresse imposait des pauses, la technologie a offert des ponts. Les chiffres traduisent un changement d'état d'esprit. Produire pour se nourrir, puis pour commercer. Troisième chiffre, 200 millions. C'est la réduction estimée des importations alimentaires chacun. Échanaké emmener, moins de dépendance vis-à-vis des céréales étrangères, plus de circulation monétaire à l'intérieur du pays. Ces gains ne se traduisent pas uniquement par des économies budgétaires, ils signifient une réappropriation du marché intérieur. Ces données ne sont pas abstraites, elles nourrissent un système de suivi national. Les agents locaux saisissent chaque opération via des applications mobiles reliées à un tableau de bord central. Ibrahim Traoré a voulu que la souveraineté se mesure à la visibilité. Si un forage est percé, il doit être vu. Si un crédit est remboursé, il doit être célébré. L'effet d'entraînement est mesurable. Plus de 200 000 emplois créés sur la chaîne de valeur. Mécaniciens, techniciens, transporteurs, comptables ruraux. Ces postes ne dépendent pas d'une subvention, mais d'une activité réelle. Le modèle burkinabé prouve ainsi qu'une économie de production peut remplacer une économie de projet. Le bilan, jusque-là, reste positif. Stabilité de l'inflation, croissance agricole en hausse et confiance renforcée dans la monnaie nationale. À l'échelle macroéconomique, ces chiffres constituent un socle nouveau, celui d'un État qui gouverne par la donnée, non par l'attente. Les critiques ne manquent pas. Certains observateurs étrangers affirment que le modèle de crédit souverain du Burkina Faso masque un populisme budgétaire. Selon eux, transférer des milliards sans supervision extérieure crée un aléa moral et fragilise la gouvernance. D'autres redoutent une capture politique du capital agricole,
un risque réel dans une économie encore marquée par la centralisation. Mais les partisans du projet opposent des faits à ces inquiétudes. Les fonds ne sont pas distribués par décret, mais gérés par des coopératives locales cosignataires de chaque prêt. Les remboursements sont tracés numériquement, les taux de défaut publiés en ligne et les primes reversées aux districts les plus performants. Cette architecture réduit justement l'opacité que dénoncent les détracteurs. Les institutions multilatérales évoquent un manque d'alignement avec les normes de bonne gouvernance. Pourtant, ces normes ont souvent échoué à produire des résultats durables. Ici, la gouvernance s'exprime par la récolte, non par le rapport. Ibrahim Traoré insiste, nos indicateurs sont visibles, nos résultats mesurables. Le débat reste donc ouvert entre deux visions. Celle d'un développement piloté depuis l'extérieur et celle d'une souveraineté productive fondée sur la donnée et la responsabilité. Les premiers craignent l'isolement, les seconds y voient une émancipation comptable. Le test le plus probant reste le terrain. Les rendements montent, les défauts baissent et les familles réinvestissent. La rationalité économique rejoint ici la fierté nationale. Si le populisme consiste à rendre le pouvoir économique à ceux qui travaillent la terre, alors ce mot change de sens. Le silence devient preuve. À mi-chemin du programme, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5% des 2,4 milliards initiaux ont déjà été recyclés par les remboursements. Ce n'est plus un pari, c'est une mécanique qui s'auto-alimente. Là où l'aide étrangère nécessitait des audits, le crédit local génère des bilans. Les tableaux de bord montrent la même courbe, production en hausse, défauts en baisse, confiance en hausse. Ibrahim Traoré choisit ce moment pour reprendre la parole. Il ne cite pas des slogans, il cite des ratios. 1 million de foyers actifs, 200 millions d'importations évitées, 30% de rendement supplémentaire. Sa phrase tient en une ligne. La dignité se rembourse, pas ne s'attend. Cette réplique devient le repère du milieu de course. Le monde extérieur, d'abord sceptique, commence à observer. Le Mali, le Niger et le Tchad envoient des délégations. Les institutions internationales hésitent entre l'admiration et la prudence. Ce tournant n'est pas un triomphe bruyant, c'est la normalisation d'un modèle alternatif. Les résultats concrets s'enracinent désormais dans le quotidien. Dans les campagnes, les marchés se remplissent plus tôt, les étals montrent des céréales locales, non importées. Les villages qui dépendaient des distributions humanitaires vendent aujourd'hui leur propre production. L'économie rurale cesse d'être un espace d'attente. Elle devient un circuit de valeur. Premier impact, les familles. Le revenu agricole moyen progresse, la scolarisation des enfants augmente et l'endettement informel recule. Les foyers qui empruntaient à 25% d'intérêt paient désormais moins de 8%. Cette différence se traduit par des repas réguliers, des économies et une planification nouvelle des récoltes. Deuxième impact, les entreprises. Les artisans et les coopératives de transport profitent de la demande logistique accrue. Les mécaniciens locaux entretiennent les pompes, les meuniers transforment le grain, les fintech gèrent les transactions rurales. Une économie circulaire se met en place. Chaque franc remboursé soutient un autre maillon. Troisième impact, les institutions nationales. La fiscalité s'élargit grâce à la formalisation des transactions. Le Trésor observe un excédent partiel sur la filière céréalière, une première depuis 2 décennies. La Banque centrale du Burkina Faso enregistre une stabilité monétaire inattendue. La monnaie soutenue par le travail devient plus crédible que celle soutenue par les dons. Quatrième impact, la région. Les États voisins, Mali, Niger, Ghana, étudient la méthode. Des missions conjointes viennent analyser la combinaison 70% garantis par l'État, 20% par la diaspora, 10% par les coopératives privées. Ces chiffres ne sont plus des promesses, mais des preuves d'exécution. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient un symbole de continuité méthodique. Sa présence n'incarne pas un culte personnel, mais un protocole de rigueur. Montrer que la souveraineté économique n'est pas un cri, mais une somme de colonnes alignées. Chaque discours officiel cite des données, pas des slogans. Le changement le plus profond, pourtant, reste psychologique. Le paysan qui rembourse son prêt n'attend plus la validation d'un bailleur, il attend la pluie. Cette inversion des priorités reconfigure la société tout entière. L'autonomie devient routine. À ce stade, 3 trajectoires se dessinent pour les 12 mois à venir.
Elle ne repose pas sur des projections théoriques, mais sur les données consolidées du programme agricole. Dans le de base, le modèle se stabilise autour d'un taux de remboursement de 90 à 92%. Et les rendements restent supérieurs de 30% à la moyenne pré-réforme. Les exportations régionales augmentent légèrement, tandis que la balance commerciale demeure positive. Dans ce scénario, le Burkina Faso consolide sa souveraineté budgétaire sans rupture majeure. Dans le optimiste, les programmes conjoints avec le Mali et le Niger aboutissent à une plateforme régionale de crédit agricole. Les trois États mutualisent leurs garanties et obtiennent de meilleurs taux sur les marchés africains. L'effet multiplicateur se renforce. Chaque dollar de crédit génère 1,4 $ de valeur ajoutée. Le Sahel s'affirme alors comme une zone pilote de production coordonnée. Dans le de risque, une saison de sécheresse combinée à la volatilité mondiale des prix pourrait fragiliser les remboursements. Dans ce cas, le filet de sécurité, assurance paramétrique et prêts à taux variables devra s'activer. Le succès du modèle dépendra de sa réactivité. Rembourser vite, réinjecter plus vite. Ces trois chemins ne s'excluent pas. Ils coexistent comme les lignes d'un même plan d'ensemble. Pour Ibrahim Traoré, la variable décisive n'est pas la météo, mais la discipline collective. Ce que nous cultivons désormais, c'est la confiance. La recommandation stratégique tient en une phrase. Si chaque saison est mesurée, chaque risque devient une donnée, non une menace. La souveraineté financière du Burkina Faso se jouera dans cette capacité à transformer l'incertitude en gouvernance. La réforme n'est pas restée enfermée dans les chiffres. Elle s'entend désormais dans la voix des citoyens. Dans les marchés, dans les écoles, dans les radios rurales, on parle du crédit comme d'un voisin familier. Les mots aide et attente disparaissent lentement du vocabulaire collectif. Pour les ménages, le changement est tangible. Davantage d'enfants poursuivent leur scolarité, les familles planifient des récoltes comme des budgets et les villages investissent ensemble dans les équipements. Une fierté tranquille traverse les conversations. Elle ne s'exprime pas en slogan, mais en preuve visible. Un puits creusé, une pompe réparée, une facture réglée à temps. Les jeunes, autrefois tentés par la migration, découvrent une économie de proximité. Les métiers techniques, maintenance, transformation, logistique redeviennent des voies d'avenir. Les femmes gagnent en visibilité dans les coopératives, devenant à la fois productrices et gestionnaires. Cette transformation touche aussi le regard porté par le monde. Ce que les médias appelaient autrefois assistance, les Burkinabés l'appellent aujourd'hui performance. Les observateurs étrangers découvrent une société qui mesure son succès non par les aides reçues, mais par les dettes remboursées. Et pour le public africain, le message se résume simplement: si le Burkina Faso peut se financer par lui-même, pourquoi pas nous? La réussite du modèle ne repose pas sur un miracle, mais sur une méthode. 5 étapes structurent la suite du programme. Première étape, consolider la base numérique. Chaque prêt, chaque remboursement, chaque forage doit rester traçable. Le système de données publiques devient le garant de la transparence. Deuxième étape, renforcer la formation locale. Les agents de crédit, les coopératives et les agriculteurs doivent maîtriser les outils financiers et techniques. Une souveraineté durable se construit par la compétence. Troisième étape, étendre le crédit à de nouvelles filières, légumes, énergie, transformation alimentaire. Plus la chaîne de valeur s'élargit, plus la stabilité économique s'ancre. Quatrième étape, créer une bourse régionale des produits agricoles indexée sur les résultats du programme. Ce marché offrirait une référence africaine indépendante des cotations extérieures. Cinquième étape, codifier la réforme dans la loi. Ce que le leadership d'Ibrahim Traoré a initié doit devenir institution, non exception. La souveraineté économique ne peut dépendre d'un seul cycle politique. Chacune de ces étapes correspond à un horizon mesurable. Accès, productivité, stabilité, transparence, durabilité. Ensemble, elles forment la matrice d'un État qui gouverne par la donnée. Le plan n'est pas clos, il s'ajuste, s'évalue, se réplique. Le moteur agricole burkinabé devient une école de gestion pour tout le Sahel. Le même agriculteur qu'au début revient à l'écran. Sa main cailleuse appuie sur une tablette pour confirmer le remboursement d'un prêt. Ce geste ordinaire devient symbole. Là où autrefois la signature d'un bailleur décidait du destin d'un village, c'est désormais la sienne qui scelle la confiance. Dans la voix d'Ibrahim Traoré, le ton n'est plus celui de la défiance, mais de la continuité.
Il parle de semer, de transmettre, de multiplier, 3 verbes simples pour définir la souveraineté. Chaque saison rend visible ce que le discours annonçait. L'indépendance n'est pas un cri, c'est une routine tenue. Autour de lui, la société se redresse lentement. Les coopératives, les familles, les marchés s'ajustent au même rythme. La dignité, mot souvent galvaudé, retrouve un sens concret, celle d'un pays qui se regarde sans crainte. Le plan burkinabé prouve qu'un État peut devenir créditeur de lui-même, et que dans chaque remboursement, il y a plus qu'un chiffre. Il y a une mémoire collective en train de se reconstruire. L'histoire touche à sa fin, mais la question demeure ouverte. Ce que le Burkina Faso a commencé dépasse ses frontières, une réforme financière devenue manifeste de souveraineté. Les chiffres, les récoltes et les visages racontent la même idée. Quand l'aide devient crédit, le travail devient héritage. Le message d'Ibrahim Traoré résonne encore. La liberté ne se réclame pas, elle se rembourse. Cette phrase, désormais gravée dans la mémoire collective, relie les villages à la nation, les efforts individuels à la fierté commune. Pour ceux qui regardent cette expérience depuis d'autres pays africains, le choix est devant eux, suivre le modèle ou l'ignorer. Mais le débat n'est plus théorique. Il se lit dans les champs, les registres et les écrans. Et vous ? Si chaque dollar de compassion se transformait dans dollars de production, que deviendrait le monde ?